Dans l'épaisse brousse du nord-ouest de la Tasmanie, en Australie, un thylacine traque sa proie. Il surveille attentivement un wallaby qui mange dans l'herbe, inconscient du danger. Le thylacine, dont le corps ressemble à celui d'un loup, est reconnaissable par les rayures qui ornent ses flancs. Il s'agit d'un marsupial, il possède donc une poche. Adepte de l'embuscade, le thylacine attend patiemment le moment opportun. Soudain, le wallaby entend le craquement d'une brindille. Le thylacine s'élance rapidement et capture sa proie. Cet animal était le plus grand prédateur terrestre de toute l'Australie continentale. Mais lorsque les premiers hommes sont arrivés avec les dingos, le thylacine n'a plus pu se nourrir aussi facilement. Et il a presque disparu il y a environ 2000 ans. La Tasmanie abritait cependant un dernier sanctuaire, loin des dangereux dingos. Ils ont donc pu continuer à vivre sur cette île jusqu'à l'arrivée des Européens en 1803. Mais les thylacines furent déclarés nuisibles et accusés à tort de s'en prendre au bétail. C'était injuste, leur mâchoire n'était même pas assez forte pour venir à bout d'un mouton. Leur nombre a progressivement diminué au cours du siècle suivant et le dernier survivant en captivité a vécu jusqu'en 1936. Au fil des ans, il est devenu de plus en plus rare d'apercevoir cet animal unique. On a officiellement déclaré son extinction en 1986. Mais aujourd'hui, avec l'aide du clonage, nous pourrions à nouveau voir courir le thylacine dans la brousse australienne. Des scientifiques américains et australiens ont décidé de travailler ensemble afin de rappeler le thylacine à la vie. La première étape sera de séquencer son génome. Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce et elle nous permet de savoir comment tel ou tel animal se développe. Mais pour extraire ces informations, l'ADN doit être parfaitement préservé. Par chance, des thylacines ont été entreposés dans de bonnes conditions il y a une centaine d'années. Différentes technologies disponibles à l'époque ont été utilisées et l'ADN de cet animal est aujourd'hui intact. On emploiera cet ADN pour reconstruire le génome en l'associant à un animal de la même famille, le dunard à pied étroit, une souris marsupiale originaire d'Australie. C'est le parent contemporain le plus proche du thylacine, bien que ces deux espèces soient séparées par 40 millions d'années d'évolution. Cet écart est si grand que le processus de recréation d'un thylacine à partir d'un dunard équivaut à peu près à transformer un chien en chat. Reconstruire ce génome constitué d'environ 3 milliards de lettres est une tâche gigantesque. 96% de leurs codes génétiques sont identiques et ont déjà été cartographiés. Mais pour les 4% restants, c'est un peu comme quand on essaye d'assembler les pièces d'un puzzle représentant un ciel bleu. Ce travail va donc prendre encore un peu de temps. Mais une fois que la bonne recette aura été créée, un embryon vivant et génétiquement modifié pourra être inséré dans un dunard femelle. La période de gestation des thylacines n'est que de quelques semaines et tous les marsupiaux font plus ou moins la taille d'un grain de riz à la naissance. Donc, à court terme, ils restent dépendants de leur mère. Mais une poche synthétique sera créée pour un usage ultérieur. Grâce à elle, on évitera que la taille du thylacine ne devienne un problème pour la porteuse. Au final, cet animal ne sera un thylacine qu'à 90%, car avec les technologies actuelles, il est encore impossible de recréer complètement une espèce éteinte. Mais cette nouvelle espèce qu'on pourrait appeler thylonard sera sans aucun doute un animal intéressant. Après avoir réussi à ressusciter le thylacine, il nous faudra relever le défi de le réintroduire dans son ancien habitat. Bien que les animaux aient des instincts, il est impossible de les extraire de leur génome. Notre ami devra donc partir de zéro dans son apprentissage de la vie. Il ne saura pas comment se nourrir et se défendre, comment se comporter avec ses congénères, éviter la prédation, choisir un compagnon et prodiguer les soins nécessaires aux petits. Ne disposant pas de parents pour lui enseigner ce qu'il doit savoir, sa remise en liberté dans la nature prendra énormément de temps. Mais nous espérons qu'un jour le thylacine reprendra sa place au sommet de la chaîne alimentaire. Et son retour aidera à rétablir le fragile équilibre de l'écosystème tasmanien. Il nous faudra probablement plusieurs années avant de réussir à cloner un thylacine. Et on se demande aussi si c'est réellement une bonne idée, étant donné que d'autres espèces, pas encore éteintes, ont peut-être besoin d'être aidées de manière plus urgente. Les quelques millions de dollars consacrés au thylacine pourraient sauver jusqu'à 8 autres espèces menacées. Mais bien que ce soit encore coûteux, tout cela sera plus abordable et beaucoup plus facile à l'avenir grâce au travail que l'on fait aujourd'hui. Mais le thylacine n'est pas le premier animal sélectionné pour un projet de déextinction. Le premier fut le bouquetin des Pyrénées en 2003.
Il n'était éteint que depuis 3 ans lorsqu'il a été cloné. À l'époque, cette science n'était cependant pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et malheureusement, il n'a vécu que quelques minutes, puis s'est éteint une deuxième fois. Toutes les espèces éteintes n'ont toutefois pas été aussi bien conservées que le thylacine. Mais certains animaux ont quand même été préservés, par exemple le mammouth laineux, congelé dans le permafrost arctique pendant près de 30 000 ans. Malheureusement, les tissus du mammouth sont trop endommagés pour permettre un séquençage complet de son génome. On ne verra donc jamais une copie exacte de mammouth. L'ADN des éléphants correspond à 99% à celui du mammouth. Il serait donc possible de créer une nouvelle race de mammouth en combinant ces gènes avec l'ADN de l'éléphant d'Asie. Au final, il s'agira d'un éléphant doté de grandes capacités de résistance au froid, un animal pouvant survivre à des températures proches des moins 40 degrés Celsius. Mais pourquoi tant d'efforts pour n'obtenir qu'un mammouth hybride ? Il était en réalité un chaînon important de l'écosystème de la toundra et pourrait donc aider à garder le permafrost intact. Le mammouth laineux est une espèce de géo-ingénieur naturel. Il piétine constamment les mousses et les arbustes, déracine les arbres et perturbe le paysage, ce qui favorise l'extension des plaines et la croissance de l'herbe. Une végétation plus réduite absorbe moins de lumière que les arbres et le sol retient donc moins de chaleur, ce qui fait qu'il reste froid et que le permafrost se maintient. Le permafrost renferme d'énormes quantités de dioxyde de carbone depuis des milliers d'années et il ne doit pas être libéré. On estime qu'il y a 2 fois plus de dioxyde de carbone dans le permafrost que dans notre atmosphère. L'idée peut sembler étrange, mais la réintroduction de certaines espèces est en cours depuis une vingtaine d'années dans la toundra. On peut citer le bison, le bœuf musqué, l'élan, le yak et le renne. Et au cours de la prochaine décennie, nous espérons donc pouvoir introduire un tout premier mammouth. La résurrection des espèces est pour certains experts une science fantaisiste. Ils considèrent en effet qu'on y dilapide des sommes énormes à des fins vaniteuses. Mais tout n'est pas négatif. Dans toute science, on doit passer par une série d'erreurs constructives, un processus nécessaire à toute réussite. Et depuis les débuts du clonage génétique et du séquençage de l'ADN, un long chemin a déjà été parcouru. On s'attend encore à de grandes avancées. À mesure que la maîtrise du clonage se développera, les découvertes extérieures à ce domaine se multiplieront et nous assisterons à des percées dans les sciences médicales. On s'attend à ce que les techniques de clonage actuelles nous aident bientôt dans le domaine de la santé. Par exemple, elles permettront de produire des tissus et des organes vitaux pour les humains. Le clonage fera aussi évoluer les techniques agricoles. Au cours des 10 000 dernières années, nous avons systématiquement pratiqué l'élevage sélectif du bétail. Cela consiste à choisir les meilleurs animaux et à les faire se multiplier. Le clonage pourrait faire passer cette sélection à un niveau supérieur, en garantissant que seuls les meilleurs spécimens viennent au monde. Cela rendrait aussi le processus plus facile et plus sûr avec des animaux beaucoup plus sains. La population ne cessant de croître sur la planète, nous disposerions alors de précieuses ressources. Il y aurait toujours suffisamment de nourriture pour tout le monde. Dans les années à venir, quel que soit le procédé utilisé, les institutions commenceront à soutenir des projets de sauvegarde d'espèces menacées. Le clonage aidera à réintroduire dans la nature ces animaux et d'autres déjà disparus, reconstituant ainsi des écosystèmes entiers.